Voilà, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une ce soir, polémique autour du projet de construction de la route nationale numéro 4 reliant Sénoba à Mpac. À Sédhiou, les populations ou les riverains de ce tronçon dénoncent l'octroi du marché à une entreprise étrangère au détriment d'une autre locale. Plus de détails dans ce journal. Et puis, retour aux valeurs et le respect des traditions, c'est ce que préconise le sociologue professeur Malik Ndiaye dans la lutte contre l'exspoliation foncière. Deux mesures qui devraient éviter à nos autorités une mauvaise gestion de nos terres, source de conflits. Professeur Malik Ndiaye était l'invité de l'émission Objection de ce dimanche avec Bayo Margueil, vous l'entendrez. Et puis, la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 mai. Plus de 16 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent au Sénégal selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils vivent dans une situation précaire, l'accès à l'éducation, aux soins, l'obtention de documents administratifs, entre autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. Plus de 82 millions de réfugiés sont recensés dans le monde selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Sidsoa. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Alsan Ouad assure la mise en onde de ce journal. Lutte contre l'exspoliation foncière. Le sociologue, professeur Malik Ndiaye prône le respect des valeurs et le respect également, le retour aux valeurs et le respect de nos traditions. Celles-ci devraient éviter à nos autorités une mauvaise gestion de nos terres, souvent source de conflits. Il a par ailleurs invité les dirigeants à faire un bilan critique de notre système de gestion. Professeur Malik Ndiaye était l'invité de Bayo Margueil dans l'émission Objection de ce dimanche. Nous l'écoutons. Professeur Malik Ndiaye, invité de l'émission Objection avec Bayo Margueil, qui revient sur la lutte contre l'exspoliation foncière. Le sociologue professeur Malik Ndiaye prône le retour aux valeurs et le respect de nos traditions. Celles-ci devraient éviter à nos autorités une mauvaise gestion de nos terres, souvent source de conflits. Il a par ailleurs invité les dirigeants à faire un bilan critique de notre système de gestion. Professeur Malik Ndiaye, invité de l'émission Objection de ce dimanche, nous l'écoutons. La gouvernance de la terre. Si on vous confie la gouvernance de la terre, vous êtes responsable. Donc, c'est pas Dieu qui fait les présidents, ce sont les hommes eux-mêmes. Maintenant, celui qui détourne, et demandez au roi d'Oussoui, demandez au Mad Cynique, demandez à nos chefs, dans la tradition et dans les valeurs et dans les vertus, il y a des choses que ces gens-là jamais ne feraient. Comme par exemple ceux qui prennent les terres, Andengele, Dougar, etc. Bref, je pense que le Sénégal doit comprendre que nous sommes en mesure de faire le bilan critique de ce que les cousins Nar, arabes, que nous aimons beaucoup, nous ont amené, de ce que les cousins Toubab nous ont amené en termes de religion ou de système. Mais il faut qu'on applique une méthode partant de nous-mêmes. Cette méthode partant de nous-mêmes, qui est, en français, on peut l'appeler, j'ai demandé l'autorisation de l'appeler épistéméthodologie, c'est-à-dire que c'est l'épistémé, c'est-à-dire le savoir authentique que nous avons ici, qui doit être la base pour accueillir tous les savoirs du monde. Et donc, moi je ne veux pas qu'on s'en prenne ni aux hommes politiques, opposition au pouvoir, ni aux organisations de la société civile qui sont aussi dépendantes que les hommes politiques. Il faut simplement que nous créions les conditions pour une révolution des savoirs. Cette révolution des savoirs doit consister modestement, ce que les talibés du labo de prospective appellent la recomposition. À Sédhiou, polémique persistante autour du projet de construction de la route nationale numéro 4 qui relie Sénoba à Mpac, c'est dans le sud du pays. Les populations riveraines du tronçon dénoncent l'octroi du marché à une entreprise étrangère au détriment d'une autre locale. Ces populations craignent de perdre la main-d'œuvre locale dans un contexte de précarité de l'emploi de la jeunesse. La correspondance de Moussa Dramé. Les travaux de construction de la route nationale numéro 4 reliant Sénoba à Mpac, soit la frontière avec la Gambie jusqu'à celle d'avec la Guinée-Bissau, suscitent déjà beaucoup de polémiques. Après une bataille
juridique des entreprises soumissionnaires, c'est au tour des populations riveraines de la route de prendre le relais. Celles établies entre Faoun et Sénoba ont fait face à la presse ce samedi pour dénoncer le choix porté sur une entreprise étrangère et plaider en faveur de Ecotra du Sénégal. Ousmane Keita est le porte-parole des populations de ce tronçon. Lorsque la soumission a été faite, il y a une entreprise locale qui avait gagné le marché. Aujourd'hui, nous voyons une entreprise étrangère du nom de CRSG qui semble prendre le marché. C'est Ecotra qui avait gagné le marché. C'était le bonheur de tout un chacun. Ce dossier a même été au niveau de la justice et que la justice avait donné raison à Ecotra par rapport à cette situation. Mais jusque-là, on constate que les Chinois sont encore sur le terrain. Ces populations soutiennent qu'avec une entreprise locale, il est plus facile de disposer d'une main-d'œuvre bien rémunérée, selon toujours le porte-parole du jour, Ousmane Keita. On veut faire comprendre à nos autorités qu'il est temps qu'on fasse travailler nos entreprises locales pour qu'ils puissent participer au développement de la population locale. Prendre la jeunesse comme main-d'œuvre et ce qui va à cette jeunesse d'avoir un développement économique qui permettra à ce pays d'aller de l'avant. La construction de cette route nationale numéro 4 est très attendue en raison de son niveau de dégradation très avancé, à l'origine de beaucoup d'accidents de la circulation avec un impact très préjudiciable sur l'économie locale et le besoin quotidien des populations. Moussa Dramé Sédiou, Sud FM. Sud FM. À Tivaouane, les élections locales du 23 janvier prochain aiguisent déjà des appétits au sein de la mouvance présidentielle. Le responsable politique, par ailleurs président de l'association Sopé Al-Amin, Pape Momar Gaye, déclare sa candidature à la mairie de Tivaouane et tire à boulet rouge sur la gestion de l'actuelle équipe municipale. Babacar Sow. Élection locale du 23 janvier prochain, Tivaouane, la religieuse, enregistre une autre candidature. Il s'agit de celle de Pape Momar Gaye, président de l'association Sopé Al-Amin et un des responsables politiques de la mouvance présidentielle. En assemblée générale, devant ses partisans au quartier Djida, il appelle à un changement de la gestion municipale. Pape Momar Gaye. Je dirais encore une fois qu'après avoir accepté votre main tendue, je déclare solennellement ma candidature à la mairie de Tivaouane pour les prochaines élections du 23 janvier 2022. Nous allons nous engager sur le terrain à mener une politique de proximité pour que le message que nous portons soit encore une fois perçu par tous les Tivaouanois. Nous nous engagerons véritablement à ne ménager aucun effort pour que les Tivaouanois sachent encore une fois que l'heure est venue pour que nous nous donnions la main, pour que nous construisons ensemble Tivaouane du futur. Pape Momar Gaye, président de l'association Sopé Al-Amin, candidat déclaré aux élections du 23 janvier prochain, n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur la gestion de l'équipe municipale actuelle. Pape Momar Gaye. Le manque d'ambition qui a été noté à travers une équipe municipale qui encore une fois a montré ses limites avec un maire qui a été incapable de diriger les destinées de cette ville. Nous avons les compétences requises, nous avons l'engagement nécessaire, nous avons la vision pour que cette ville-là rayonne à travers le monde. Aujourd'hui, on ne parle pas de gestion. Tivaouane pendant 7 ans, aucun investissement de taille. Pour corriger ces manquements, il va falloir ensemble qu'on construise un nouveau esprit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette ville, comme vous l'avez dit, nous sommes d'accord d'être le candidat idéal pour mener à bien le train qui doit mener Tivaouane vers des lendemains meilleurs. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, la coalition Benno Bokk Yakaar de Bignona active les leviers de la sensibilisation pour orienter les jeunes vers les niches de financement et pour l'emploi. Un grand forum a réuni hier à Bignona jeunes et responsables de la coalition pour informer, sensibiliser et baliser le chemin de l'emploi des jeunes et l'accès au financement. Ernest Sambou, responsable APR Bignona, président du comité scientifique du forum, est avec Ignace Ney. Le département de Bignona est un département riche du point de vue agricole, riche du point de vue halieutique, riche du point de vue touristique. Donc c'est un département qui a énormément de potentialité dans tous les domaines de la vie économique. Donc aujourd'hui, la seule difficulté réside dans l'accès à l'information, la bonne information. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui pensé à ce genre de forum qui constitue un cadre qui permet aux jeunes d'avoir la bonne information après avoir été dans des structures de formation professionnelle pour aller à l'assaut des financements. Le département, comme vous le savez, est un département très riche à tout point de vue. Donc, les jeunes aujourd'hui sont dans un besoin d'accompagnement aussi bien au plan professionnel mais aussi au plan des financements. Nous attendons que dans toutes les communes du département, que ce genre d'activité soit organisé. D'ailleurs, ça a été une forte recommandation du forum.
peut-être pas sur le même format, mais les élus locaux ont été suffisamment sensibilisés pour que cette activité soit démultipliée au niveau des communes, démultipliée au niveau des villages, démultipliée au niveau des quartiers, pour que tous les acteurs à la base puissent disposer d'informations assez intéressantes leur permettant d'aller à l'assaut des financements qui sont annoncés par le président de la République et qui tournent autour de 450 milliards. Mais déjà pour l'horizon 2021, 150 milliards vont être mobilisés par l'État, par le président de la République pour les jeunes dans le cadre de projet, mais aussi dans le cadre de l'offre de formation professionnelle. Parlons à présent de la situation épidémiologique au sein du pays. Ce dimanche, sur 1899 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, dont 27 cas contacts, 44 issus de la transmission communautaire. 58 patients ont déclaré guéris, 370 sont encore sous traitement, dont 7 cas graves en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. Ce dimanche, 489 950 personnes ont été vaccinées sur l'ensemble du territoire depuis le début de la campagne de vaccination. Et puis, je vous le disais en titre, la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin. Plus de 16 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent au Sénégal selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des réfugiés et demandeurs d'asile dans une situation précaire qui font face à beaucoup de problèmes. L'obtention de documents administratifs, l'accès à l'éducation pour leurs enfants, l'accès aux soins, surtout en cette période de pandémie. Le réseau Migration et Développement accompagne ces réfugiés. Voici le chargé de programme, Moustapha Kebal ou Kemal Kébé avec Imam Diarra da Silva. La plupart des réfugiés sont dans des situations un peu précaires, à l'image d'une grande partie des Sénégalais. La plupart font face à des situations socio-économiques difficiles. Ils ont des difficultés d'obtention d'abord de documents administratifs liés à leur statut de réfugié, et ça aussi leur pose comme contrainte l'accès à des banques pour retirer de l'argent ou pour ouvrir un compte, l'accès au service d'état civil pour l'obtention de documents, la reconnaissance même parfois des documents délivrés par l'État du Sénégal, et c'est très difficile. Et souvent, donc, même le document des réfugiés n'est pas reconnu même par la police, voire la gendarmerie, alors que c'est un document qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Au niveau aussi de leurs difficultés, donc, dont ils nous font part, c'est l'accès à ces documents. Donc, la procédure est tellement longue, gérée par une commission nationale d'éligibilité, mais beaucoup de temps pour délivrer ces documents, les réponses. Il n'y a pas un encadrement vraiment de la procédure, raison pour laquelle les délais sont très longs. Et même en cas de refus de cette commission-là, donc du statut, ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est écrire une lettre recommandée à adresser au chef de l'État. Vous imaginez comment le chef de l'État, avec toutes ces urgences, toutes les urgences qu'il doit gérer, qu'il doit répondre à un réfugié. Donc je pense que c'est des situations qu'ils vivent de manière très difficile dans ce pays. Et en termes de besoins, les réfugiés nous font souvent part de leurs difficultés en termes d'accès à l'alimentation, les besoins de première nécessité, le paiement souvent de factures, notamment le logement, le paiement aussi de la scolarité des enfants, la question liée à l'accès à la santé avec les coûts vraiment donc des ordonnances. Beaucoup d'entre eux travaillent dans le secteur informel et ont besoin d'accéder au financement, très difficile. Et dans le monde, plus de 82 millions de personnes se trouvent en situation de déplacement forcé et ont vu leur vie bouleversée par la guerre, les violences et la persécution. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en Afrique, l'Ouganda accueille la plus grande population de réfugiés d'Afrique avec quelques 1,5 million de personnes provenant principalement du Soudan, du Sud et de la République démocratique du Congo. Des réfugiés fortement touchés par la pandémie, leurs conditions de vie pourraient se détériorer, voire même devenir intenables, alerte le HCR. L'agence relève également 347 incidents de suicide parmi les réfugiés en 2020. Les données sur les suicides durant le premier trimestre 2021 sont également inquiétantes, avec 76 incidents enregistrés. La plupart des cas concernent des jeunes femmes victimes de la violence sexiste. En Guinée, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement annoncé samedi la fin de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée qui a été déclarée le 14 février. Au nom du chef de l'État, je cite ses propos.
déclaré la fin d'une résurgence d'Ebola en Guinée. La dernière épidémie a vu 16 cas confirmés et 7 infections probables, a indiqué l'OMS, ajoutant que 12 d'entre elles étaient mortelles en Afrique, ou plutôt ajoutant que 12 d'entre elles étaient mortelles. Il s'agissait de la deuxième épidémie de ce type dans ce pays pauvre de 13 millions d'habitants depuis l'épidémie dévastatrice d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, qui avait fait 11 300 morts en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Direction le Mali, le nouveau chef de gouvernement Shogel Kokala Maïga a dévoilé les priorités de son gouvernement. Les axes prioritaires sur lesquels il veut focaliser ses actions sont l'amélioration de la sécurité, trouver une trêve sociale avec les partenaires sociaux, lutter contre l'impunité, entre autres. Il a donné ces informations lors de son premier conseil de cabinet avec les membres de son gouvernement. La correspondance de Soré Ibrahim Maïga. S'adressant à ses collaborateurs, le Premier ministre a d'abord rappelé qu'être ministre, c'est être un serviteur de l'État, en tout lieu, en tous instants. Selon lui, ses compatriotes maliens sont meurtris par des souffrances de toute nature et attendent de son équipe leur allègement. Ce nouveau gouvernement ne doit pas les décevoir, déclare-t-il. Pour ce faire, M. Maïga, qui a déjà pris conseil auprès de la grande partie de ses prédécesseurs premiers ministres, promet une gouvernance de rupture et d'exemplarité. L'ancien président du comité stratégique du M5 a aussi profité de ce conseil de cabinet pour axer ses efforts sur les domaines prioritaires suivants: l'amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation d'élections crédibles, la réduction du train de vie de l'État, la moralisation de la vie publique, la fin de l'impunité et la satisfaction d'une part importante de la demande sociale. Au sujet de la sécurité, il prévoit d'engager des opérations purement militaires qui donnent des résultats probants avec la création des conditions sécuritaires pour le retour de l'administration, notamment dans les zones les plus affectées par la crise en cours. Sur le deuxième sentier, il dévoile que très prochainement se tiendront les assises nationales de la refondation. Le gouvernement s'attachera aussi à obtenir une trêve globale, politique, syndicale, sociale, afin de créer un climat d'apaisement, de sérénité et de confiance mutuelle, poursuit le PM. Tout en annonçant la fin de l'impunité, Shogel conclut que de véritables poursuites judiciaires consécutives aux tueries et exactions contre les victimes des journées de juillet 2020 seront également engagées. Soré Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Aïssatou Gueiba. 18h16, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Polémique autour du projet de construction de la route nationale numéro 4 reliant Sénoba à Mpac à Sédhiou. Les riverains de ce tronçon dénoncent l'octroi du marché à une entreprise étrangère au détriment d'une autre locale. Et puis, retour aux valeurs et le respect des traditions, c'est ce que préconise le sociologue professeur Malik Ndiaye dans la lutte contre les spoliations foncières. Deux mesures qui devraient éviter à nos autorités une mauvaise gestion de nos terres, source de conflits. Professeur Malik Ndiaye était l'invité de l'émission Objection de ce dimanche avec Bayo Margueil. Vous avez suivi ces éclairages. Et puis, la journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 mai. Plus de 16 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent au Sénégal. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ils vivent dans une situation précaire. L'accès à l'éducation, aux soins, l'obtention de documents administratifs, entre autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. Plus de 82 millions de réfugiés sont recensés dans le monde, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alsan Ouad qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Biramandiaï pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en Wolof, bien entendu. Mais avant cela, retrouvez dans un instant la suite de Megasport avec Elaj Malik Ndiaye.